Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un épisode sorti j'ai été à la montagne. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur la Dôle où c'est plus une vidéo musicale on va dire. Et là du coup je vais faire une balade pour moi-même, mais je vous présenterai les espèces que je peux croiser, que ce soit en animal ou en végétal. Je vous montrerai un peu la vue ici parce que c'est un terrain assez joli à regarder. Et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Mon excursion en montagne débute avec la rencontre de ces escargots de Bourgogne en train de se mêler à ces loches noires. Cet escargot est l'un des plus grands escargots terrestres d'Europe, pouvant atteindre de 4 à 5 cm de diamètre. On le croisera plus tard d'ailleurs dans la vidéo. Ces limaces, quant à elles, sont des loches noires, comme je l'ai dit, une grande limace terrestre pouvant dépasser les 10 à 15 cm de long, et elle aussi on aura l'occasion de la revoir plus tard. Ces deux gastéropodes participent activement au recyclage des nutriments des sols. Leur présence indique un environnement humide et relativement préservé, mais je pense que comme moi vous vous demandez ce que foutent ces escargots sur les limaces. Il y a plusieurs raisons possibles. Ils peuvent simplement considérer les loches noires comme des obstacles et continuer à avancer dessus sans intention particulière. Les limaces produisent une grande quantité de mucus, or le mucus maintient l'humidité, essentielle pour les escargots afin d'éviter la déshydratation. Un escargot peut donc aussi être attiré par la surface humide, surtout en période sèche. Là, on est au mois de juin 2025 au moment de la vidéo. Les deux espèces consomment souvent les mêmes ressources, matière végétale en décomposition et champignons micro-organismes. Et ceux qui pensent à une confusion reproductive, non, les escargots et les limaces sont tous deux hermaphrodites, mais ils ne s'accouplent qu'avec des individus de la même espèce. Il n'y a donc pas de reproduction interespèce entre les escargots et les limaces. Voici maintenant un taupin à plaque velue, ce coléoptère de la famille des Elatheridae, plus connu sous le nom de taupin ou coléoptère cliquet. Il mesure généralement entre 10 à 15 mm, se distingue par son corps allongé et sa coloration brun-grise légèrement veloutée. Comme tous les taupins, il possède un mécanisme particulier. Lorsqu'il se retrouve sur le dos, il peut produire un déclic, contractant dès lors son thorax, puis qui lui permet de se projeter en l'air pour retomber sur ses pattes, d'où son surnom. Nous pouvons observer sur ces grandes orties des tipules en plein accouplement, qui ont d'ailleurs un nom qui se prête plutôt bien à la situation, donc le nom scientifique, Tipula varipennis. Ce sont des insectes souvent confondus avec les moustiques, pourtant totalement inoffensifs pour l'homme. Les adultes vivent généralement peu de temps, parfois seulement quelques jours. Leur fonction principale est la reproduction. Par la suite, les larves se développeront dans un sol humide où elles se nourrissent de matière végétale en décomposition et contribuent au recyclage organique. La grande ortie, sur laquelle se trouvent ces tipules, est une plante indigène commune en Europe. Ça, je ne vous apprends rien, j'imagine. Mais même si elle pique, elle est essentielle pour de nombreuses espèces d'insectes et constitue une plante hôte importante pour plusieurs papillons. Elle est aussi comestible, bien que je n'ai jamais eu l'occasion de tester la soupe d'ortie, par exemple.
Pour notre prochaine espèce qui se trouve dans l'herbe, j'aime observer les espèces qui se trouvent dans cette jungle miniature, où ici une araignée loup, une Pardosa monticola. Ce type d'araignée chasse ses proies sans toile. Elle les traque activement au sol grâce à leurs excellentes visions et à leur rapidité. Cette espèce prospère dans les milieux ouverts comme les prairies ou les zones montagnardes comme ici. Elle mesure généralement entre 4 et 7 mm, ce qui la rend discrète, mais n'en reste pas moins une redoutable et efficace prédatrice. Je vous rassure totalement, inoffensive pour l'homme, comme la plupart des espèces d'animaux en général. Son venin sert quand elle bondit et immobilise sa proie. Autre particularité des araignées loups, la femelle transporte son cocon avec tous ses œufs attachés à l'arrière de son abdomen, puis les jeunes sur son dos après l'éclosion, un comportement maternel rare chez les araignées. On est à la montagne et même ici on trouve des traces de passage humain. Une coquille d'huître. Si ce déchet n'a rien à faire ici, celui-ci peut heureusement malgré tout devenir une ressource pour certaines espèces. Les coquilles d'huître sont en fait constituées principalement de carbonate de calcium, un minéral essentiel pour de nombreux organismes, notamment certains invertébrés et arthropodes. Mais ce n'est pas une excuse. D'ailleurs, sur cette coquille, on observe une fourmi rousse des bois, Formica rufa. Cette espèce emblématique des forêts européennes fait partie de celles qui construisent des grands dômes en aiguille et jouent un rôle majeur dans la régulation des populations d'insectes. D'ailleurs, on aura l'occasion de voir une fourmilière un peu après. En observant cette magnifique vue avec tous ces arbres résineux qui sont des épicéas communs, Picea abysses, j'ai entendu et tenté d'observer un oiseau mystère. Il faut savoir que le meilleur moyen de trouver des oiseaux, outre le fait d'aller là où ils vivent, est de tendre l'oreille. Reconnaître leur chant n'est pas chose aisée dans les forêts denses, dans une cacophonie mélodieuse de chants d'oiseaux, mais ici nous pouvons isoler ce spécimen. Voilà, après cette petite séquence immersion, je vais dès maintenant entamer un joli dénivelé pour atteindre le sommet et vous parlerai plus en détail de la Dôle une fois arrivé en haut. Durant cette escalade, j'ai bon espoir de pouvoir y observer de belles espèces. Et voici l'endroit idéal pour faire une petite pause et observer un peu ce qui se passe dans la forêt. Voilà. Avec l'effort de la montée, j'ai décidé de faire une pause dans le sous-bois, plus frais, plus humide. Un microclimat idéal et forcément ça attire du monde. Impossible pour moi de ne pas m'arrêter sur cette loche noire, ariant à terre, dont j'avais promis de vous présenter.
Il s'agit d'une grande limace terrestre répandue en Europe, pouvant atteindre 10 à 15 cm de long, comme je le disais en début de vidéo. Sa coloration varie, noir, brun foncé, parfois rougeâtre, mais l'espèce est souvent massive, avec un corps luisant et un manteau bien développé. Elle vit principalement dans les milieux humides, forêts, prairies, lisières et zones montagneuses. L'humidité est essentielle pour sa survie. Comme tous les gastéropodes terrestres, elle est aussi très sensible à la déshydratation. Son rôle dans nos écosystèmes est loin d'être anodin. Elle se nourrit de matière végétale en décomposition, de champignons, parfois de végétaux vivants, contribuant ainsi activement au recyclage de la matière organique. Dans cette forêt alpine, même une simple limace raconte déjà quelque chose dans l'équilibre de la nature. Après avoir repris mon ascension en avançant un peu plus loin, changement d'échelle. On passe du monde lent des gastéropodes à l'organisation militaire des fourmis, avec la fourmi rouge sang, Formica sanguinea. Cette espèce européenne est connue pour son comportement dit esclavagiste. Elle attaque d'autres colonies de fourmis pour capturer leurs larves qui deviendront ensuite des ouvrières au sein de sa propre colonie. Elle appartient au groupe des fourmis des bois, qui vit souvent dans des milieux forestiers ou en lisière. Son organisation sociale est complexe, avec des castes bien définies, une coordination impressionnante basée sur des signaux chimiques. Plus loin, on y observe une belle fourmilière. Contrairement aux grandes buttes spectaculaires de Formica rufa citées plus tôt, Formica sanguinea construit généralement des nids plus discrets, souvent seuls sous des pierres, du bois mort ou de petites structures végétales. La colonie peut contenir plusieurs milliers d'individus, toutes dédiées à la défense, à l'expansion et à la survie collective. Autre fait que de réguler les populations d'insectes, elle participe activement au brassage des sols, tâche tout aussi importante. Après cette belle grimpette, la montagne me révèle enfin son emblème, qui est d'ailleurs aussi le mien pour ce format Anivlog Switzerland. Le chamois Rupicapra rupicapra. Cet ongulé sauvage typique des massifs montagneux d'Europe, notamment les Alpes, mais aussi le massif du Jura, ce bel animal mesure environ 70 à 80 cm au garrot et pèse entre 25 et 50 kg selon le sexe et la saison. Son pelage change au fil des saisons, brun clair en été, actuellement, plus sombre et épais en hiver pour affronter le froid alpin. De vrais vikings montagnards, ces chamois. Ces sabots sont parfois adaptés au terrain escarpé, une bordure rigide pour l'adhérence sur les roches et au centre plus souple permettant une meilleure accroche sur la surface irrégulière. Le chamois est principalement herbivore, il consomme herbes, feuilles, jeunes pousses et arbustes selon la saison. En été, il fréquente les altitudes élevées, puis redescend en hiver vers les zones plus abritées. Animal vigilant doté d'une excellente vue et d'un odorat développé, il détecte rapidement toute présence inhabituelle. Le voir évoluer librement dans son état naturel, c'est assister à l'équilibre brut entre adaptation, agilité et survie. Il faut noter qu'au moment où je tourne ces images, je ne possédais malheureusement pas encore mon matériel actuel. Je filmais tout par téléphone à l'époque, faute de meilleurs moyens. C'est ce type de moment magique qui me poussera par la suite à pouvoir évoluer à ce niveau pour upgrader au mieux la qualité des images que je vous propose. Même s'il me reste encore un bon nombre d'épisodes tournés au format téléphone, je tâcherai d'associer les deux au possible. Donc voilà, là il y a les chamois, je suis assis donc je fais pas trop de bruit. Donc là c'est quand je vous ai filmé avant, c'était au tout début. Maintenant ils se sont calmés, ils m'ont un peu oublié. Et puis je reste là encore à les observer un peu avant qu'ils partent. Donc voilà, je profite après ce super moment avec les chamois pour faire une petite pause et puis me montrer en caméra parce que c'est vrai que c'est un truc que sur ma chaîne on ne voit pas tellement. On me voit souvent en début de vidéo pour la présenter, en fin de vidéo, mais on ne voit pas tout au long. Bon, après, est-ce que c'est vraiment nécessaire quand je vous présente des animaux de me voir? Pas forcément, mais
dans ce type de circonstances, vu que je suis en montagne, et puis comme ça permet aussi de mieux faire par connaissance, hein. Je suis là surtout pour représenter les animaux, mais de mieux m'associer aux vidéos, parce que c'est vrai que mon contenu apparemment ne fonctionne pas très bien, pourtant c'est un peu des qualités similaires à d'autres chaînes. Donc je me suis dit que ces sorties en montagne et en nature, ça pourrait être peut-être plus bénéfique pour la chaîne, pour représenter aussi des espèces qui sont forcément en Suisse, vu que c'est là que je vis. Mais quand je vais en Thaïlande, je vous ai fait une série de vidéos également dessus. Et puis j'en profite aussi de vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, de vous abonner, parce que ça coûte rien, puis ça me soutient aussi. J'essaie de faire du contenu aussi régulièrement que possible. Je vous encourage aussi à me dire dans les commentaires votre avis, si vous aimez la qualité, ce que vous aimeriez voir ou non. Et surtout, à la liker, et puis on reprend tout de suite la vidéo. Après cet incroyable moment, ma randonnée continue et nous amène dans cette clairière ouverte. Une plante et une toile captent la lumière et mon attention. L'épère des bois est une araignée orbiculaire européenne vivant dans les prairies, lisières et zones ouvertes. Elle construit une toile circulaire classique, parfaitement géométrique, destinée à intercepter des insectes volants, tout l'inverse de Monticola qu'on a vu un peu plus tôt. La femelle est plus grande que le mâle, comme souvent chez les araignées, et reste généralement au centre ou en périphérie de sa toile. Elle est totalement inoffensive pour l'homme, bien qu'impressionnante, et joue un rôle important dans la régulation des populations d'insectes. Vous allez d'ailleurs finir par me dire quelle espèce n'est pas indispensable à la nature. Je n'ai pas de réponse à tout malheureusement et heureusement, mais j'ai ma petite idée sur la réponse à cette question. Juste à côté, une autre espèce, à l'éclat métallique, m'attire l'œil également, le coléoptère cuivré, qui appartient à la famille des Elatheridae, son nom plus commun le taupin. Comme tous les autres taupins, il possède un mécanisme thoracique lui permettant de produire un clic et de se projeter en l'air lorsqu'il est sur le dos. Sa coloration métallique cuivrée et verdâtre est caractéristique. Les larves, appelées vers fil de fer, vivent dans le sol et se nourrissent de racines et de matière organique. Encore une preuve que même à ras le sol, la montagne brille. Je retrouve à nouveau les chamois de tout à l'heure, ici à proximité d'un abreuvoir destiné au bétail. Cette espèce est parfaitement adaptée au milieu alpin, mais il se peut que ponctuellement elle exploite les aménagements humains, comme les points d'eau, surtout en période sèche ou chaude. D'ailleurs, c'est le meilleur moyen d'observer des espèces, localiser leurs sources d'eau, d'alimentation et leurs mœurs, donc les horaires d'activité. L'eau est un facteur écologique structurant en montagne. Même si le chamois attire une partie de ses besoins hydriques de la végétation qu'il consomme, l'accès à une source d'eau libre peut devenir stratégique en été. La présence d'abreuvoirs agricoles peut ainsi créer des zones de concentration temporaire de la faune sauvage. Cela peut favoriser l'observation, mais aussi augmenter les interactions indirectement entre bétail domestique et faune sauvage. Ces points d'eau artificiels peuvent modifier localement la dynamique écologique. Piétinement accru, enrichissement des nutriments et parfois transmission de parasites entre espèces domestiques et sauvages. Malgré cela, les chamois restent un animal farouche. Sa présence ici montre surtout sa capacité d'adaptation et sa lecture opportuniste du territoire. En montagne, même une structure humaine devient parfois un élément intégré au paysage écologique. Et dans un monde surpeuplé par l'espèce humaine, il devient pour moi indispensable que nous mettions en place des infrastructures pour aider la faune à survivre sur une planète qui se déséquilibre de plus en plus. Donc voilà, j'arrive presque en haut. Ce que je faisais avant, quand les autres années, vu que je viens ici en fait une fois par année, c'est que je montais, mais je montais assez vite. Puis du coup, en fait, je montais, puis j'arrivais en haut, j'admirais la vue et tout ça, mais en fait, je montais tellement vite que je voyais pas forcément tout ce qu'il y avait à voir. Bon, je regardais aussi, parce que j'aime bien la nature, mais je loupais pas mal de moments. Puis aujourd'hui, j'ai vraiment pris le temps. Là, ça fait 2 heures, 2 heures et demie que je monte, mais très gentiment. Je m'arrête, je regarde ce qu'il y a à regarder. Et justement, grâce à ça, j'ai pu passer un moment avec
avec les chamois. Et puis bon, ici c'est assez fréquenté par les gens, donc ils ont l'habitude, donc ils sont beaucoup moins créatifs. Ce qui fait que j'ai pu vous faire toutes les images que vous venez de voir sur les chamois, même si c'est pas les images de meilleure qualité, mais néanmoins, je vous encourage vraiment à pas monter le plus vite possible la montagne, mais prendre le temps de monter et de voir tout ce qu'il y a à voir autour avant d'y arriver, et puis de profiter du moment, quoi. La Dôle culmine à 1777 mètres ou 77 mètres d'altitude et fait partie du massif du Jura, à la frontière entre la Suisse et la France. Elle marque physiquement la limite entre deux pays, matérialisée par de petites constructions de pierre sur certaines portions de la crête. Le massif du Jura est une chaîne plissée formée principalement de calcaire, issue de la compression alpine liée aux formations des Alpes. Depuis son sommet, la vue s'étend sur le bassin lémanique, partant clair jusqu'au massif du Mont Blanc. Une vue superbe, comme très souvent en montagne, pour ne pas dire toujours. La Dôle est aussi un site important pour la biodiversité jurassienne, entre pelouses alpines, falaises calcaires et forêts montagnardes. D'ailleurs, avec le nombre d'espèces que je vous ai présentées dans cet épisode, vous commencez à vous en douter. Avant de poursuivre avec la présentation des deux espèces observées sur ce mur d'ailleurs, pour rester dans le thème de la géologie, le massif du Jura, dont fait partie la Dôle, est composé principalement de roches sédimentaires de l'âge du Jurassique, ce qui d'ailleurs a donné son nom à cette période géologique. Et n'oubliez pas que sur cette chaîne, je parle aussi de dinosaures. La période du Jurassique s'étend environ de 201 à 145 millions d'années. À cette époque, une grande partie de l'Europe actuelle était recouverte de mers chaudes et peu profondes, favorisant le dépôt des massifs calcaires. Ces calcaires sont issus de l'accumulation de coquilles et de squelettes d'organismes marins, ammonites, bélémites, brachiopodes et coraux. C'est donc littéralement un ancien fond marin que l'on peut fouler ici. Le plissement du massif du Jura est beaucoup plus récent. Il résulte de la compression liée à la formation des Alpes il y a environ 10 millions d'années. Autrement dit, les roches datent du Jurassique, mais les montagnes, elles, sont jeunes à l'échelle géologique. Ce contraste est fascinant. On observe aujourd'hui des chamois et des insectes alpins sur des roches qui se formaient pendant que les dinosaures dominaient la planète. La montagne est un livre ouvert, il suffit de savoir le lire. Lisons d'ailleurs le prochain chapitre. Je vous présente ici le Sylnope poilu. Drôle de nom, me direz-vous. Ce coléoptère appartient lui aussi à la famille des Elateridae, qu'on appelle taupins, comme l'espèce précédente de cette vidéo. Il se distingue par son corps allongé et la fine pilosité qui recouvre ses élytres. Ces élytres, ce sont donc la carapace qui protège ses ailes. Comme les autres taupins, il possède un mécanisme thoracique qui lui permet de produire un déclic et de se redresser s'il est sur le dos. Voici maintenant mon coup de cœur de cette vidéo, juste derrière les chamois bien entendu. La dacite bleue, Dacites caurulellus, est aussi un coléoptère, mais de la famille des Meliridae, reconnaissable à sa coloration bleue métallique intense, que je trouve vraiment magnifique. On la rencontre fréquemment sur les fleurs au printemps et en été, un peu dures les fleurs ici. Blague à part, les adultes se nourrissent de pollen et de petits insectes, ce qui en fait à la fois un pollinisateur occasionnel et un prédateur opportuniste. Oui, il cache bien son jeu. Les larves, elles, vivent souvent dans le bois mort ou le sol, contribuant au cycle de la décomposition. Encore un exemple d'insecte discret mais écologiquement polyvalent. Je me répète un peu sur ce point d'ailleurs. Allez, une dernière fois les gastéropodes, ici une grande limace, l'une des plus grandes limaces d'Europe, pouvant atteindre jusqu'à 20 cm de long. Impressionnant, non? À ses côtés, l'escargot de Bourgogne, reconnaissable à sa coquille globuleuse épaisse pouvant atteindre 5 cm de diamètre, très connu en cuisine, pourtant bien meilleur dans son état naturel à jouer son rôle de décomposeur.
Voici un charançon du genre Otiorhynchus qui ressemble beaucoup au Liparus dirus, donc le charançon laser que je vous avais présenté dans un épisode d'Animal Discover, qui pour le coup a aussi été tourné ici dans les environs. Mais concernant l'Otiorhynchus, dont le genre compte près de 1417 espèces à l'heure actuelle, une vraie diversité de petites bêtes au corps robuste et au rostre plus ou moins large, appartenant à la grande famille des Curculionaidae. Ils sont reconnaissables à leur corps ovale, leurs élytres fusionnés et leur incapacité de voler. Ils se déplacent lentement, surtout la nuit, souvent en grimpant sur les plantes pour se nourrir. Ici, on est en fin de journée, donc j'imagine que ce spécimen devait débuter sa journée, si je puis dire. Comparé au charançon du laser, cette espèce est plus petite, moins brillante, mais tout aussi fascinante. Autre trait intéressant, beaucoup d'espèces du genre sont parthénogénétiques. Les mâles sont rares voire inexistants, ce qui signifie que les femelles pondent des œufs sans s'accoupler, assurant ainsi une reproduction efficace même en faible densité. En gros, il peut se cloner lui-même. D'ailleurs, ce n'est pas le seul coléoptère que j'ai pu observer en activité à cet endroit. Nous observons ici une espèce qui fait partie du complexe Cryptocephalus sericeus. Un complexe en zoologie désigne un ensemble d'espèces extrêmement proches morphologiquement, parfois difficiles à distinguer sans études génétiques ou examen détaillé des pièces génitales. Autrement dit, à l'œil nu, plusieurs espèces peuvent sembler identiques alors que ce sont des espèces différentes. Cryptocephalus sericeus fait partie des Chrysomelidae. Les chrysomèles sont des coléoptères phytophages. Ils se nourrissent principalement de feuilles, de plantes herbacées, et leur coloration métallique vert doré agit comme un camouflage dans la végétation lumineuse. Nous observons maintenant un accouplement de coléoptères sur ce pissenlit. Ces cantharides communes ont leur propre famille, sans mauvais jeu de mots, celle des Cantharidae. Ces insectes sont souvent observés sur des fleurs où ils se nourrissent de pollen, de nectar, mais aussi de petits insectes. Eux aussi sont à la fois pollinisateurs, opportunistes et prédateurs. Leur corps allongé, mou, les distingue des coléoptères aux élytres rigides plus épais. L'accouplement sur une fleur n'est pas anodin. La fleur attire deux individus. Concernant les opportunités reproductives en montagne, la fenêtre de reproduction est courte et il faut agir vite. Comme je le disais tout à l'heure, nous voici arrivés en fin de journée. La lumière baisse, les contrastes s'adoucissent et c'est le moment clé pour les chamois. À cette heure-ci, ils entrent dans une phase d'activité alimentaire intense. Le crépuscule est l'un de leurs pics d'activité avec l'aube. Pourquoi? Parce que les températures redescendent, l'évapotranspiration diminue et la végétation conserve davantage d'humidité. L'herbe est plus intéressante nutritivement. Dans ce talus forestier, ils exploitent une zone de transition. Lisière plus pente plus couvert végétal est égal à sécurité et nourriture. À cette heure, ils sont moins craintifs. Ce n'est pas qu'ils deviennent confiants, c'est qu'ils optimisent leur rapport risque et énergie. La luminosité plus faible réduit la distance de détection visuelle. Le vent thermique en fin de journée redescend les pentes, ce qui améliore leur capacité à capter les odeurs provenant en amont. Ils perçoivent mieux les prédateurs potentiels. Et surtout, les perturbations humaines diminuent en fin de journée. Moins de randonneurs, moins de bruit, et ils le savent. C'est vraiment des moments exceptionnels de pouvoir être aussi près des animaux, les observer dans le milieu naturel, les voir passer devant eux. Le meilleur moment pour les chamois, c'est bien sûr à l'aube et au crépuscule. C'est là que généralement ils sortent parce qu'ils savent qu'ils ont moins de risques d'être vus. Mais c'est vraiment un super moment. J'espère que vous aimez les images. Et bien que je ne sais pas s'il s'agissait du même groupe que j'ai aperçu un peu plus tôt, on peut aussi appeler parfois hard, mais ceux-ci ne semblaient vraiment pas apeurés par ma présence. Autre point important, en dehors du rut, les groupes sont souvent composés de femelles, de jeunes et de subadultes. Les mâles adultes sont plus solitaires. Leur comportement est donc plus stable, moins territorial. Le chamois est maître dans l'économie d'énergie en montagne. Chaque déplacement compte, chaque fuite coûte. Et j'évite de m'approcher trop près, je me positionne à un lieu stratégique pour l'observation, même si dans le cas présent, j'ai été pris de court et très vite encerclé, si on peut dire. Une très belle conclusion à cette randonnée.
Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Donc bon, vous l'aurez compris, j'ai tourné la séquence avant de descendre à la montagne parce que le décor derrière était beaucoup plus esthétique. Donc j'espère que vous aurez aimé cet épisode. En tout cas, moi, ça m'a plu de le faire et de partager avec vous. C'est quelque chose que je trouve assez reposant, de prendre le temps de s'arrêter. Bon, des fois, c'est un peu, ça peut paraître un peu con de tout filmer, mais je filme pas vraiment tout, hein. Je regarde vraiment les détails qui me paraissent intéressants, sur lesquels vous apprendre des choses. Donc, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker, à la partager autour de vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, sincèrement, n'hésitez pas. Et puis surtout, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao!